podcast. C'était il y a 10 ans. Le 12 décembre 2015 étaient signés à Paris des accords historiques pour le climat, conclus à l'occasion de la COP21. Un espoir pour la planète, 195 pays signataires s'engageaient à réduire leurs émissions pour maintenir le réchauffement en dessous des 2 degrés, voire même des 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Pourtant, 10 ans plus tard, le constat est amer. Selon les dernières estimations, la planète devrait atteindre les plus 3,2 degrés d'ici 2100, plus 4 degrés en France. La COP30 qui s'achève est décevante. Et pire, l'écologie ne semble plus rassemblée comme avant. Pourquoi ? Assiste-t-on à un grand abandon collectif ? Comment continuer de lutter ? Tout ça, on en parle avec vous. Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Auteur, réalisateur, militant, écologiste. Je cite votre dernier livre, La lutte enchantée. Comment garder espoir et lutter dans un monde qui bascule. C'est coédité par Actes Sud et France Inter. Dans ce monde qui bascule, Cyril Dion, comme vous dites, vous avez le sentiment, vous, d'un grand abandon collectif quand on parle d'écologie ? Oui, je crois qu'on peut le dire. Non, mais c'est pas un abandon des gens, parce qu'il y a des grandes études qui ont été menées notamment sur toute la planète qui montrent qu'il y a à peu près 80% de la population mondiale qui est très inquiète, qui a envie que ça bouge. Mais il y a un abandon médiatique et politique, mais qui a été organisé. Et on va développer tout ça avec vous, mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. L'écologie, le climat, on le sait, ça fait longtemps que les scientifiques alertent. Pourtant, la mobilisation sociétale, elle, est plus récente. Septembre 2014 a lieu à Paris la première marche pour le climat. Une marche pour agir vite à Paris. Ils étaient quelques milliers cet après-midi pour exprimer leurs angoisses face au réchauffement climatique. Qu'est-ce qui me fait peur ? Plein de choses. Sur le climat, plein de choses. Je vois des mouvements de population, je vois des épisodes de tempêtes qui arrivent et je me dis qu'il est temps de réagir. À cette époque, les lignes bougent. Les dirigeants occidentaux ont de plus en plus la pression pour trouver des solutions. Les précédentes COP ont débouché sur des accords sans ambition et sans contrainte. Il faut que ça change. Et ça tombe bien, en décembre 2015, Paris doit accueillir la COP21. Avec quels enjeux ? Réponse de France 3. Trouver un accord acceptable par tous pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète enregistré depuis le début de l'ère industrielle. D'après les scientifiques, il va falloir réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Les pays développés devront faire des efforts, mais devront aussi aider les pays en voie de développement en les subventionnant à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Demain, à partir de 11h, 147 chefs d'État, c'est sans précédent, vont se réunir. Ils vont prendre la parole tour à tour pendant 3 minutes et des engagements qu'ils prendront ici dépendra en partie de l'efficacité d'un texte qui devrait faire loi en 2020 et qui pourrait s'appeler les Accords de Paris. Le 30 novembre, la COP21 s'ouvre en grande pompe. Le président François Hollande prend la parole devant 195 délégations. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir. Je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Et c'est vrai, au début, la partie n'est pas gagnée. Interview d'un représentant de la délégation sénégalaise. Ce qui est difficile, c'est parce que les grands pollueurs ne veulent pas mettre la main dans la poche pour aider les pays comme les miens à s'engager dans ce processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les gros pollueurs, ils sont là, justement. Les États-Unis, avec Barack Obama. Je crois en la phrase de Martin Luther King. Il arrive toujours un moment où il est trop tard pour agir. En ce qui concerne le climat, il est déjà presque trop tard. Ou la Chine, avec Xi Jinping. Victor Hugo a dit
C'est face à des difficultés extrêmes qu'il faut trouver des solutions extrêmes. Des belles phrases, mais pas que. Car au bout de 13 jours, surprise, un accord est trouvé. Nous sommes le 12 décembre 2015. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Un coup de marteau qui sonne la victoire. L'Assemblée plénière exulte. L'instant est historique. Pour la première fois, 195 pays viennent de valider à l'unanimité un accord contre le réchauffement climatique. Sur place, l'émotion est palpable. Après des mois de négociations intenses et au bout de 13 jours de suspense, cet accord unanime est une victoire pour la diplomatie française. Et dans l'enthousiasme général, même ceux que l'on annonçait les plus réticents, comme l'Inde, saluent un accord historique. C'est une grande victoire pour l'humanité parce que le monde a su se rassembler aujourd'hui pour faire une promesse aux générations futures. Une grande victoire, d'autant que pour la première fois, les ONG saluent aussi cet accord comme une grande avancée, comme Pascal Canfin, le président de WWF France. C'est pas parfait, c'est vrai. Oui, il y a quelques zones grises dans cet accord. Mais ce que je crois, c'est qu'il lance une dynamique qui est une boule de neige qui ne s'arrêtera pas. Alors cet accord, que contient-il ? En gros, OK pour limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés et même des 1,5 degré. Pour ça, chaque pays devra présenter un plan d'action climatique national, transparent, amélioré tous les 5 ans, sans oublier les 100 milliards par an à verser pour aider les pays les moins développés à se transformer. Alors ça y est, la planète est sauvée ? Ouais, le rêve va être de courte durée, car le 1er juin 2017, les États-Unis vont quitter l'accord de Paris sur le changement climatique. Je ne peux pas en toute conscience soutenir un accord qui punirait les États-Unis, et c'est ce qui était prévu. Alors que nous sommes les meilleurs dans la protection environnementale, on ne va pas se laisser imposer des obligations par les plus grands pollueurs. Sans surprise, Trump tient sa promesse de campagne. Et si son successeur Joe Biden re-signera les accords en 2021, Trump en sortira de nouveau en 2025. Mais au-delà des États-Unis, peut-on dire que les accords de Paris sont tenus et respectés par les pays ? Écoutez, France 3 faisait le bilan en décembre 2020. Nous n'allons pas vraiment dans la bonne direction. L'objectif fixé par l'accord de Paris, c'est de limiter la hausse des températures à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Sauf qu'aujourd'hui, avec le mode de vie qui est le nôtre, les scientifiques prévoient plutôt plus 3 degrés sur la même période. C'est préoccupant, d'autant plus qu'au cours de cette année 2020, pendant laquelle des pays entiers confinés se sont arrêtés, les émissions de gaz à effet de serre n'ont diminué que de 7%. Pour tenir les objectifs climatiques, il faudrait un confinement par an pendant 10 ans. Et la situation ne va pas s'arranger. Sujet de France 2, septembre 2024. En gardant nos objectifs actuels d'émissions de gaz à effet de serre, en 2100, la France serait à plus 4 degrés. Selon les scientifiques, ce n'est pas le pire des scénarios. Et pourtant, le niveau de la mer pourrait monter jusqu'à 75 cm. Il est encore possible de limiter ces effets à condition que les États prennent le problème à bras-le-corps. Le principal moyen de lutter contre ces impacts, c'est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre et de les réduire à l'échelle collective. Là, on ne parle pas de petits gestes à l'échelle individuelle. Dixit Benjamin Crétenant, co-auteur du rapport Réseau Action Climat. Soit. Mais alors que la COP30 à Belém au Brésil s'est soldée en novembre 2025 par un accord à minima et que l'on perçoit un peu partout, chez les dirigeants, dans les médias, un désintérêt pour la cause climatique, se pose cette question. Assiste-t-on à un grand abandon collectif ? Sommes-nous perdus pour de bon ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Cyril Dion, déjà pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? En fait, les accords de Paris, c'était moins 2 degrés, c'était même, si possible, moins de 1,5 degré de réchauffement d'ici à la fin du siècle. Et là, on est en train de dépasser la barre des 1,5 degrés maintenant. Entre 2027 et 2030, elle sera franchie de façon à peu près irrémédiable. Et les climatologues nous disent qu'on pourrait dépasser la barre des 2 degrés entre 2040 et 2050. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la trajectoire des objectifs. On a même des rapports aujourd'hui qui nous disent que c'est potentiellement 1 milliard de personnes qui pourraient mourir d'ici à la fin du siècle à cause des conséquences du changement climatique. Et là, on se dit,
quand je vous entendais, à raison d'ailleurs, dire on a l'impression qu'il y a une sorte de désintérêt. Comment est-ce qu'on peut se désintéresser d'une chose pareille ? C'est vraiment la phrase de Jacques Chirac qui avait d'ailleurs bon dos de le dire quand il disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Cette phrase n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Ça semble presque irréel aujourd'hui d'entendre ces grands discours des dirigeants pleins d'espoir. On les a entendus, Barack Obama, Xi Jinping, François Hollande. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Que tout ça, c'était du vent, que tout ça, c'était de la com, les accords de Paris en 2015 ? C'est pas que c'était de la com, c'est que, au contraire, je pense que entre 2015 et 2020, il y a eu un mouvement qui venait à la fois de la société civile, qui venait de certains responsables politiques, qui venait d'entrepreneurs, qui venait aussi potentiellement de la culture. On n'a jamais parlé autant de climat et d'écologie que dans cette période-là. Parce qu'il y a eu une conjonction de choses, parce qu'il y a eu la COP21, on a eu les grandes manifestations et les grandes marches pour le climat à partir de 2018. Il y a eu tout le mouvement autour de Greta Thunberg, il y a eu un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion qui est né en Angleterre. Il y a eu l'affaire du siècle, c'est-à-dire qu'on a attaqué l'État en justice pour inaction face au changement climatique. Il y a plus de 2 400 000 personnes qui ont signé. C'est la plus grosse mobilisation en ligne qui ait jamais eu. On a battu des records à ce moment-là de température, puisque le record de 47 degrés dans le Var, c'est 2019. Donc on a vécu aussi des canicules, des événements climatiques extrêmes dont les médias se sont fait le relais. Et la conjonction de tout ça a eu même des résultats électoraux. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on en parlait tout le temps dans les médias à cette époque-là que les écologistes ont fait des très bons scores aux européennes en 2019. Ils ont gagné quasiment l'immense majorité des grandes villes avec leurs alliés du PS en 2020. Et je crois que tout ce mouvement-là a créé une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui de backlash, c'est-à-dire que des grands industriels, des grands intérêts économiques qui, jusqu'à maintenant, avaient le sentiment que l'incendie avait été éteint, parce que c'est pas la première fois que ça se produit. Dans les années 70, il y a déjà eu un très grand mouvement pour mettre la question écologique, que ce soit la question du changement climatique ou la question de la disparition de la biodiversité sur le tapis. Et déjà à l'époque, il y a eu une reprise en main par des grands intérêts économiques, notamment les grandes compagnies pétrolières. C'est l'époque, par exemple, où Exxon a produit des rapports, des faux rapports, en fait, a payé des scientifiques pour dire que le changement climatique n'était pas vraiment d'origine humaine, donc qu'on n'était pas sûr, pour semer le doute. On sait qu'en France, Total, Elf ont fait la même chose, que BP ou Shell ont fait la même chose au Royaume-Uni. Bon, tout ce backlash-là qui a eu lieu dans les années 80, qui a balayé en fait le mouvement écologiste pour dire non, tout ça n'est pas grave. Et en fait, ce qui compte, c'est la croissance économique, le développement, faire de l'argent. On est en train de vivre exactement la même chose aujourd'hui. Et à nouveau, la science est attaquée. À nouveau, on voit des intérêts financiers comme de grands milliardaires qui achètent des médias dans des agendas idéologiques pour faire élire des candidates et des candidats, donc plutôt de la droite conservatrice ou de l'extrême droite, qui sont méthodiquement en train d'essayer de détricoter toutes les régulations écologiques dans le monde. On le voit évidemment avec Donald Trump, c'est le plus visible, qui sort de l'accord de Paris, mais qui dit aussi on va se remettre à forer. Tout ça, en fait, c'est une offensive qui a été préparée, qui a été organisée. C'est pas simplement que les gens se sont mis à se désintéresser, comme par magie, de cette question écologique. Et sur tenir les engagements, à la fin, je comprends effectivement l'influence que peuvent avoir les multinationales, mais à la fin, ce sont les dirigeants qui prennent des décisions, qui ne tiennent pas les engagements. En fait, le problème, c'est la façon dont les démocraties représentatives occidentales fonctionnent. Dans nos démocraties représentatives, il y a 2 faiblesses pour faire face à des questions comme le changement climatique. La première faiblesse, c'est qu'il y a une porosité très importante entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Il y a un certain nombre d'études universitaires, notamment une très célèbre qui a été publiée en 2014 aux États-Unis, qui a été publiée chez Princeton et chez Cambridge, qui se posait la question qui décide aux États-Unis ? Est-ce que ce sont les citoyennes et les citoyens moyens, comme vous et moi, ou pas ? Ils ont pris des milliers de décisions publiques sur 10 ans, et la conclusion de leurs travaux était de dire, dans l'immense majorité des cas, les décisions publiques sont orientées par les 10% les plus riches de l'élite économique. Et les citoyennes et les citoyens moyens, qui votent théoriquement pour des représentants qui sont censés porter leur volonté, ont une influence qui est vraiment infinitésimale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les 10% les plus riches de l'élite économique, ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus intérêt
à ce qu'on prenne des mesures courageuses pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour globalement rester dans le cadre des limites planétaires. Parce que ça demanderait de sortir des énergies fossiles. Les compagnies pétrolières n'en ont absolument pas envie. Parce que ça demanderait de remettre en question la croissance économique. De se dire, finalement, est-ce que la croissance économique à tout prix, c'est-à-dire considérer que le monde vivant est un champ de ressources qu'on peut exploiter autant qu'on veut pour fabriquer des produits chimiques, pour fabriquer des objets en allant creuser des mines, est-ce que tout ça, on va pouvoir continuer à le faire? Non, la science est formelle là-dessus, il faut aller vers plus de sobriété. On a besoin de réduire notre consommation de matière et d'énergie. Ça, les 10% les plus riches de l'élite économique, ils n'ont absolument pas envie de faire ça. Donc ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est que dans un monde où vous allez, tous les 5 ans, vous présenter devant des électrices et des électeurs, dans une sorte de cirque médiatique, où vous allez sur des plateaux de télé, participer à des débats, où vous allez vous invectiver très souvent avec vos opposants, où la place pour déployer des idées est extrêmement faible, vous avez besoin de séduire. Et donc pour séduire, il ne faut pas déplaire. Et pour pas déplaire, il ne faut pas proposer des mesures qui sont potentiellement, à court terme, compliquées à mettre en œuvre dans nos vies de tous les jours. C'est la conversation que j'avais eue avec Emmanuel Macron quand je suis allé lui proposer la Convention citoyenne pour le climat. Je lui disais, c'est très simple. Il y a des cabinets qui se sont amusés à traduire l'objectif de rester en dessous de 1,5 degré dans la politique française. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est réduire de moitié le nombre de véhicules en circulation. Est-ce que vous seriez prêt à faire une chose pareille? Évidemment, il ouvre des yeux grands comme des soucoupes en disant « je ne vais jamais faire ça, c'est un suicide politique ». Il faudrait réduire considérablement le nombre de personnes qui prennent l'avion. Donc, un peu par provoque, le cabinet en question, qui s'appelle BL Evolution, avait dit si on veut rester dans les clous, il faudrait qu'il y ait 500 000 personnes par an qui prennent des vols long courrier. Donc on n'aurait qu'à faire une tombola, et puis on déciderait qui pourrait voyager cette année-là. Bon, évidemment, ça, personne ne le fera non plus. Il faudrait réduire de 2/3 la consommation de viande. Vous imaginez à quel point c'est vraiment quelque chose de très populaire. Donc je pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est de permettre à la population elle-même de se saisir du problème et de trouver des solutions en connaissance de cause. C'est-à-dire que chacun se sente à nouveau responsable du fait qu'il faut trouver une solution. Si on laisse simplement des représentants se débrouiller avec ça, dans le système tel qu'il fonctionne, c'est insoluble. On va y venir sur la responsabilité individuelle et sur effectivement cette culpabilisation individuelle ou non. Avant ça, petite question, alors qui va peut-être vous faire bondir. Est-ce qu'il y a des États qui tirent le groupe vers le haut, qui donnent l'exemple? Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je pense à la Chine. Alors, évidemment, ils sont très critiquables sur des centaines de domaines, mais contre toute attente, je crois que Xi Jinping est en train de massivement électrifier le pays. Il développe le renouvelable. Alors, bien sûr, on s'en doute qu'il y a plutôt une logique business assez rationnelle derrière, plutôt qu'une logique sociale et militante. Mais est-ce que c'est pas néanmoins un bon signal qui montre qu'un changement motivé pour des raisons économiques est possible? Si on regarde la Chine, en fait, c'est le pays qui installe la puissance énergétique renouvelable la plus importante et le plus vite. Mais c'est aussi le pays qui continue à ouvrir le plus de centrales à charbon et qui est le plus gros émetteur. Ouais. C'est-à-dire que la Chine, je suis plus sûr des chiffres là, mais je crois que c'est de l'ordre de presque 30% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc c'est vraiment le pire élève du monde. Et effectivement, ils ont une logique qui est assez cynique, qui ressemble un peu à la logique des grandes compagnies pétrolières, par exemple de Total Energy, qui est de dire... On investit dans le renouvelable. On va exploiter jusqu'au dernier bout de charbon et à la dernière goutte de pétrole, mais en parallèle, avec tout l'argent qu'on va gagner, on va développer les énergies renouvelables. Comme ça, quand on ne pourra plus faire autrement, nous serons les leaders des énergies renouvelables sur la planète, et donc nous serons toujours incontournables. Sauf que, en poursuivant cette logique, Total Energy, par exemple, c'est toujours 70% de leurs investissements qui vont vers le fossile. La Chine, c'est pareil, c'est encore l'immense majorité de l'énergie qu'ils utilisent, c'est de l'énergie fossile. Ils sont en train de nous précipiter vers le gouffre. La COP 30 s'est achevée en novembre à Belém au Brésil. Grosso modo, tout le monde s'accorde à dire que c'est un échec, un accord à minima. Bref, les choses n'avancent pas, ou si elles avancent, c'est à pas de fourmis. Mais je crois que vous dites, de toute façon, les COP, ça sert à rien. On place trop d'espoir dans ces rendez-vous annuels pour le climat. Moi, je dis pas que ça sert à rien. Je dis qu'il faut arrêter de croire que c'est ça qui va nous permettre de stopper le réchauffement climatique. Les COP, ça sert... C'est pas magique. Non, c'est pas magique. Mais encore une fois,
Qu'est-ce que c'est qu'une COP ? C'est du multilatéralisme. C'est en gros le même système que celui qu'on peut voir au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que vous avez vu le Conseil de sécurité de l'ONU arrêter une guerre ? A priori, non. Parce que c'est des systèmes de consensus, à l'unanimité, que vous êtes face à des pays qui ont des intérêts contradictoires très puissants, et que vous êtes face à des gouvernements qui, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, ne sont pas prêts à prendre des mesures radicales. Donc, la plupart du temps, ne seraient pas prêts à respecter les accords qui auraient été pris dans ces cénacles-là, qui sont pour le moment des accords non contraignants. Et pourtant, quand on parle de responsabilité des dirigeants et de dimension non contraignante, il y a quand même des lignes qui bougent, et vous le disiez, écoutez cette archive de mars 2023, et puis on en parle. Damien Carême, habitant de Grande-Synthe et ancien maire de la commune, s'estime menacé par la montée du niveau de la mer. Il a donc décidé d'assigner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. À Grande-Synthe, la ville, ses habitants, on s'était extrêmement engagé dans la lutte contre le changement climatique. Donc la ville, les citoyens, et celui qui manquait à l'appel, en fait, c'est l'État français qui ne respecte pas les engagements internationaux, l'accord de Paris. C'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme va traiter l'inaction climatique présumée des États qui violeraient certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Les procès pour inaction climatique se multiplient. Ça, c'est nouveau, et en un sens, c'est plutôt encourageant, non ? En fait, ça fait partie de la boîte à outils dont on a besoin. C'est-à-dire que rentrer dans un monde où on aurait stabilisé le climat, un monde où on resterait dans le cadre des limites planétaires, ça demanderait un changement ontologique très puissant. Ça nous demanderait de changer nos représentations du monde de façon aussi forte que, par exemple, quand on a aboli l'esclavage, ou quand on est passé d'un monde où c'était la monarchie à un monde où aujourd'hui on élit des représentants au suffrage universel. Pour qu'on arrive à cette bascule, pour moi, il faut 3 éléments. Il y a un élément qui est changer de récit, c'est-à-dire être capable de proposer d'autres façons de vivre, d'essayer d'imaginer le monde autrement que comme il est aujourd'hui. Donc ça, typiquement, c'est à la fois le rôle de la culture, des films, des médias, nécessité de faire œuvre d'imagination déjà, de libérer nos imaginaires en se disant justement que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire. On dit toujours que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc il faut qu'on soit capable de l'imaginer. Mais c'est aussi le rôle de responsables politiques. Par exemple, quand Martin Luther King dit « I had a dream », il est capable de se projeter dans un monde où les Noirs et les Blancs auraient les mêmes droits. Donc ça, ce sont des récits. Faire pousser un nouveau monde. Mais à côté de ça, on a besoin de rapports de force, d'engager des rapports de force avec ceux qui sont les tenants du récit actuel et qui ne veulent pas qu'il change. Pour engager ce rapport de force, on peut se dire que dans la boîte à outils, il y a aller dans la rue, faire la grève, faire des manifestations, faire de la désobéissance civile, faire des actions en justice, se présenter aux élections, se faire élire, engager des rapports de force économiques, par le boycott, par la diversion des investissements, c'est-à-dire faire en sorte que les flux financiers n'aillent plus vers de l'économie brune, mais vers de l'économie plus verte. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, c'est... Utiliser la radicalité, la violence aussi ? En fait, ça dépend... Est-ce que ça peut être légitime ? Ça dépend ce qu'on appelle la violence. La violence, étymologiquement, elle s'exerce contre des personnes. Donc, exercer de la violence contre les personnes, non. Pour moi, c'est pas légitime, ça n'est jamais légitime. En revanche, utiliser des stratégies de ce que, par exemple, les soulèvements de la Terre appellent aujourd'hui de désarmement, qu'on pourrait appeler de la dégradation matérielle. Oui, il y a des moments où ça a été, dans toutes les luttes qu'on a évoquées, ça a été utilisé. Ça a été utilisé par les suffragettes, ça a été utilisé par Malcolm X ou les Black Panthers pendant la lutte pour la fin de la ségrégation. Ça a été utilisé pour l'indépendance de l'Inde. Ça a été utilisé pour la fin de l'esclavage. Je ne vois pas comment ça peut en être autrement. Si on considère aujourd'hui que les grandes compagnies pétrolières, en continuant à exploiter des gisements de pétrole, nous mettent en danger. Quand Total, par exemple, va faire un nouveau forage avec le projet ICOP en Ouganda, on peut considérer qu'il met la vie de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes en danger. Donc, il faut les désarmer. Donc, c'est ce que dit, par exemple, Andreas Malm quand il écrit son livre qui s'appelle « Saboter un pipeline ». Finalement, qu'est-ce qui est le plus violent ? Est-ce que c'est de construire un pipeline qui va provoquer des morts ? Ou est-ce que c'est de saboter un pipeline qui est de la dégradation matérielle pour empêcher ces morts ? Moi, je crois que le plus violent, c'est de faire un pipeline.
On a parlé de la responsabilité de nos dirigeants. Et nous, citoyens, dans tout ça, est-ce qu'on a toutes et tous une responsabilité individuelle ou il faut oublier ça et considérer que la responsabilité est collective et que rien ne changera si nos dirigeants, si les multinationales ne font pas le boulot? Écoutez, cette archive, elle date de 2024 et puis on en parle. À Orly, près d'un passager sur 2 vole avec une compagnie à bas prix. Pour cette famille de 10 Normands, voyage surprise en Grèce. Est-ce qu'on y pense à la question environnementale? Non, très honnêtement, non. Parce que sinon, on ne ferait jamais rien. Quand on a des vols à 20 €, forcément, on a envie de partir. Voilà. Ça vous semble normal ou pas 20 €? Ah bah non. Les compagnies bon marché s'imposent et leur pollution explose dans notre pays. Pour Transavia, plus 90% d'émissions de CO2 l'an dernier par rapport à 2019 avant le Covid. Ces émissions, elles arrivent aussi parce qu'on achète maintenant des billets d'avion comme des tickets de métro, ou presque. La culpabilisation individuelle, ça ne marche pas, ça ne marche plus? Je crois que ça n'a jamais vraiment marché. Enfin, je ne sais pas si vous aimez bien qu'on vous culpabilise, moi, mais non. Je ne suis pas hyper fan, moi. Non, ça ne marche jamais de faire la morale. Et de toute façon, ce problème était effectivement systémique. C'est cette petite phrase que j'adore qui dit si vous faites jouer Gandhi, Mère Teresa et Martin Luther King au Monopoly, à la fin, il se passera la même chose. C'est-à-dire qu'il y en aura un qui aura ruiné les autres. Parce que c'est pas un problème de personne, c'est un problème de jeu. Et aujourd'hui, on a besoin de changer de jeu. Donc là, c'est comme si on était tous engagés dans une sorte de grande partie de Monopoly mondial et que dans le cadre de cette partie de Monopoly mondial, vous dites en fait, il faudrait que tu donnes de l'argent aux autres et puis que tu évites de trop construire d'hôtels. Tu dis, oui, mais c'est la règle du jeu. Donc, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Donc, quand vous plongez les gens dans un monde où ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler parce qu'ils habitent dans des zones rurales où il n'y a pas de transport en commun, qui sont obligés d'aller faire leurs courses dans des grands hypermarchés parce qu'il n'y a plus de petits commerces et que tout ce qu'ils trouvent dans les hypermarchés est suremballé avec du plastique, c'est un peu compliqué de leur dire c'est de votre faute, faites un effort. Et on voit bien que si vous dites aux gens ayez une vie zéro déchet, allez faire vos courses avec des Tupperware, il y a de fortes chances qu'on soit encore là dans 100 ans face au problème du plastique, alors que si vous changez la loi en amont, c'est-à-dire que vous dites aux grands industriels c'est interdit de suremballer, et vous, monsieur Coca, et vous, monsieur Evian, en fait, vous n'avez plus le droit de vendre des bouteilles en plastique, vous allez vendre des bouteilles en verre consigné comme vous le faisiez avant, ça va aller immensément plus vite. Sauf que pour que ça se produise, pour que les gouvernements puissent avoir le courage et la légitimité populaire de changer les lois, changer les règles du jeu, il faut que chacune et chacun d'entre nous se mobilise. Les citoyens doivent se mobiliser, aller aux urnes, prendre le pouvoir démocratiquement. Mais aussi faire tout ce qu'ils peuvent dans leur vie. C'est-à-dire que c'est pour ça que les actions individuelles ne sont pas inutiles. En fait, ce qui est vicieux, c'est de dire c'est de votre faute et c'est vous qui pouvez résoudre le problème avec des actions individuelles. Ça, c'est faux. Mais en revanche, tout ce qu'on peut faire à notre échelle, d'une part, a un impact, qui n'est pas suffisant, mais a un impact. La théorie du petit colibri. Mais d'autre part, c'est ça qui produit des changements culturels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la culture change, les personnes qui sont élues changent et les décisions qu'ils prennent changent. Et là, la culture, on en est tous responsables. Beaucoup, les politiques notamment, agitent l'argument en ce moment du pouvoir d'achat. Sous-titre, l'écologie, c'est une considération de bobo. Dans ces temps économiques difficiles, la préoccupation des gens, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs cette démobilisation collective. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous n'avez pas envie de rigoler, vous, quand vous entendez ça, sérieusement? C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à pousser les gens à consommer toujours plus, pour faire toujours plus de croissance. On est matraqué par des milliers de messages publicitaires chaque jour pour changer de voiture, pour changer de téléphone, pour changer de jean parce que c'est plus la mode et qu'avant c'était les slim et que maintenant c'est les baggy. Je veux dire, on vit dans un monde où le principal message que nous avons tous les jours sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, dans la rue, c'est acheter, acheter, acheter. Et après, on va dire, bon, arrêtez de nous casser les pieds avec l'écologie, ça coûte trop cher. On est sérieux, là? Face à tous ces constats, comment on fait, Cyril Dion, pour se remobiliser? Alors, vous l'avez dit, j'ai noté changer de récit, ça implique aussi retourner aux urnes. Vous avez détaillé un certain nombre de points. L'objectif, c'est de sortir, vous le disiez, du capitalisme, de muter vers un modèle de sobriété. Je l'entends et je le comprends. Néanmoins, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pragmatique, cette analyse-là? Est-ce que c'est réaliste de se dire qu'on va continuer à pouvoir vivre dans le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui?
Là, moi, j'ai lu il y a quelques mois une tribune d'un des cadres dirigeants de Allianz, qui est un des plus gros assureurs mondiaux, qui dit aujourd'hui le changement climatique est en train de faire s'effondrer le capitalisme sur lui-même. Pour une raison simple, un monde à 4 degrés, on ne pourra pas l'assurer. Les incendies à Los Angeles, c'était 270 milliards de dollars de dégâts. Donc si les assureurs ne peuvent plus assurer, les banques vont arrêter de prêter. Si les banques arrêtent de prêter, le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne pourra pas continuer. C'est le prix du réchauffement climatique qui, je crois, qui a été un des leviers pour faire bouger les lignes en 2015 lors de la COP21. Je crois qu'à l'époque, le changement climatique, ça coûtait 500 milliards de dollars par an à la communauté internationale. En fait, un monde à plus 4 degrés, c'est moins 40% de PIB par personne et par an. Mais vous vous rendez compte là aussi de l'absurdité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le capitalisme tel qu'il s'exerce aujourd'hui, c'est-à-dire dans une prédation continue des ressources et une exploitation des gens, n'est pas soutenable parce qu'on est en train de saccager la biosphère, qu'on est en train de dépasser les limites planétaires, qu'en fait on est en train de construire une planète inhabitable. Donc pour cette raison-là, il faudrait qu'on abandonne le capitalisme. On est obligé de donner des arguments qui sont capitalistes. Bon bah les gars, il va y avoir moins 40% de PIB par personne et par an si on continue. Pour que tout d'un coup, les capitalistes eux-mêmes puissent s'alarmer et se dire « Ah, oula, on va pas pouvoir continuer à gagner de l'argent comme d'habitude ? Non, non, non. Ah bon ? Ah, d'accord, alors il faut faire quelque chose. Voilà, c'est ça, il faut faire quelque chose. » À titre personnel, vous, comment vous faites pour garder l'espoir, l'énergie, la motivation ? Alors je sais, on vous pose tout le temps la question. Vous le dites vous-même dans votre livre, ça fait 20 ans que vous luttez et grosso modo, je veux pas noircir le tableau, mais ça va de mal en pis. Comment on fait pour garder la niaque ? Ce que je dis dans le bouquin, et ce que je dis à chaque fois, en fait, c'est que l'espoir, c'est constitutif du fait d'être un être humain. Très souvent, je renvoie la question à mon interlocuteur en disant « Comment faites-vous pour garder espoir alors que vous savez que vous allez mourir ?» Comment vous faites ? Pourtant, c'est désespéré. Je veux dire, la condition humaine est désespérée en elle-même. Sauf que la vie veut vivre. C'est-à-dire que tous les matins, au lieu de vous dire « C'est foutu, je vais mourir », vous vous dites « Comme la vie est courte, je vais essayer de faire en sorte que cette journée soit la plus passionnante possible. Et de me sentir le plus vivant possible pendant la petite période où je vais être sur cette planète. » Mais là, c'est la même chose. Donc tout n'est pas foutu. Mais tout n'est jamais foutu. Il n'est jamais trop tard pour que ça soit pas pire. Ce qui est foutu, c'est de revenir à un climat plus frais. Ça, je veux dire, le changement climatique, c'est irréversible. En revanche, arrêter le changement climatique, on le peut, mais il vaudrait mieux l'arrêter à 1,5 qu'à 1,6 ou 1,7, parce que chaque fraction de degré, c'est 140 millions de personnes en plus qui sont soumises à des chaleurs extrêmes et potentiellement mortelles. Et puis, non, il n'est pas foutu pour sauver la démocratie, c'est pas foutu de reconstituer des forêts, de replanter des mangroves, de faire repartir des écosystèmes, c'est pas foutu de changer nos systèmes éducatifs et économiques pour vivre mieux. Assiste-t-on à un grand abandon collectif concernant notre climat ? Comment se remobiliser et continuer à protéger notre planète ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair grâce à vous, Cyril Dion, auteur, réalisateur, militant, écologiste. Je rappelle, votre dernier livre, La lutte enchantée, c'est publié par Actes Sud et France Inter. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Protégez la planète. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.